Que s'est-il passé? J'aimerais parler de plusieurs choses à propos du conflit, de la guerre entre l'Iran et les États-Unis, et aussi de la récente visite du ministre iranien des Affaires étrangères dans 3 pays, le Pakistan, Mascate à Oman, puis Moscou en Russie. Mais avant d'en arriver là, quelle est votre compréhension de ce qui s'est passé, vous savez, lors de cet événement et au dîner des correspondants de la Maison-Blanche? C'est la 3e fois que quelqu'un essaie d'assassiner. Enfin, je ne sais pas s'il voulait vraiment assassiner Donald Trump, en fait. Comment comprenez-vous toute cette affaire, ce genre d'attaque? Eh bien, je pense que c'est traité de façon vraiment lamentable par la presse dans ce pays. Je n'ai pas tout lu, bien sûr, mais la grande presse, surtout les médias visuels, font un très mauvais travail. Je suis allé à ce dîner 2 fois, en 2003 et en 2004, comme invité. Je crois qu'une fois, c'était MSNBC qui m'avait invité, et l'autre fois CNN. J'avais donc mon billet en main, et une voiture officielle, une fois, puis un taxi, une autre fois, m'a déposé devant la porte, le Capitol Hilton, je crois. Je suis descendu, j'ai montré mon billet, on l'a bien regardé. Certains disent que personne ne vérifie les billets, mais le mien, on l'a bien vérifié. Et je suis entré. Et quand je suis entré dans cet hôtel immense, vraiment, c'est gigantesque. On pouvait regarder tout le long de l'allée principale, si je puis dire. Et tout le long de cette allée, ainsi qu'au 2e et je crois au 3e étage, c'était pareil si je me souviens bien. Il y avait MSNBC, Fox, CBS, le Wall Street Journal, le New York Times, enfin tous les grands médias. C'était il y a une 20aine d'années. À l'époque, il n'y avait pas certaines choses qu'on voit aujourd'hui, mais il y avait les médias influents du moment. La BBC était là aussi. Et on passait de stand en stand, on prenait un verre, quelques amuse-bouches, on discutait avec les gens, ou bien on allait simplement voir ce qu'on voulait. C'est ce que la plupart des gens faisaient. Et personne ne savait, et personne ne s'en souciait vraiment. Enfin, je suis sûr que si on leur avait posé la question, ils auraient dit que oui, un peu. Mais la sécurité dans cette partie de l'hôtel, c'est pas un sujet. Parce qu'un hôtel, c'est un hôtel, comme n'importe quel autre. Il y a peut-être un agent de sécurité local à chaque étage ou quelque chose comme ça, mais rien de voyant, rien d'exagéré. Alors l'idée que l'hôtel ou les gens des médias dans leur suite auraient assuré la sécurité, c'est absurde. Peut-être qu'un jour ils le feront, quand on en sera à se tirer dessus et à s'entretuer chaque minute de chaque jour. Ce vers quoi, d'ailleurs, on semble se diriger dans ce pays. Mais penser qu'ils paieraient pour de la sécurité dans ce cas-là, c'est complètement ridicule. Donc cette idée selon laquelle il aurait dû y avoir de la sécurité dans les couloirs, dans les salles et partout, c'est complètement absurde. La sécurité ne commençait que si le président devait être présent, ou le vice-président, ou une autre personne liée au service secret. Elle commençait par un portique de détection des métaux, comme à l'aéroport, juste à l'entrée de la grande salle où l'événement devait avoir lieu. On fouillait les sacs à main, et si le détecteur sonnait, on vous fouillait aussi. C'était exactement comme à l'aéroport, mais un peu plus strict. Ma femme, par exemple, a protesté une fois parce qu'ils ont littéralement vidé tout le contenu de son sac à main. Et elle, franchement, elle n'avait pas du tout l'air d'une terroriste ou quoi que ce soit. Il y avait de la sécurité sur place. Ensuite, on est entré, on s'est assis, les portes se sont refermées et l'équipe du Secret Service a fait son travail à l'intérieur. Ma fille a été agent du Secret Service dans une équipe de protection pendant une partie de sa carrière. Son mari aussi, d'ailleurs, a travaillé dans une équipe de protection pendant un certain temps au Secret Service. Alors, ils ont regardé tout ça pour moi et ils m'ont dit oui, le Secret Service n'a pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela, ils couraient dans le couloir, ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, c'était conforme à la façon dont c'est censé se passer.
Donc, toutes ces critiques sur la sécurité à propos du président et de la salle, franchement, je pense que c'est n'importe quoi. Peut-être qu'il y a eu des comportements idiots dans les couloirs, quand ils poursuivaient des gens et tiraient sur eux, ou tiraient dans leur direction. Mais la vraie question, celle qui me vient à l'esprit, c'est quand j'ai lu dans le New York Times, je crois que c'était là, et vous l'avez sans doute vu aussi, qu'il y avait 300 000 personnes qui avaient déclaré penser que tout ça c'était une mise en scène, que tout était faux. 300 000 personnes. C'est énorme. 300 000 personnes qui disent à un grand journal que c'était une opération truquée. Ça montre bien, je m'en fiche que ce soit vrai ou pas, mais ça montre ce que les Américains pensent de Donald Trump en ce moment. Qu'il serait tout à fait capable, lui, sa femme, J.D. Vance ou n'importe qui d'autre, de monter un coup pareil. Et puis il y a aussi la question que beaucoup ont soulevée. Qu'en est-il du premier incident et du deuxième sur le terrain de golf? Pourquoi on n'a rien entendu sur ces personnes? Rien sur l'avancement des enquêtes? Est-ce que c'est à chaque fois une mise en scène? Chaque fois que Trump a besoin de détourner l'attention de ses propres problèmes, comme avec Epstein, ou la guerre en Iran, ou peut-être les deux? Je crois que c'est justement ce phénomène qui m'étonne le plus en ce moment. Le fait que les Américains remettent ça en question à ce point, sur la sincérité même de ce qui s'est passé. Après tout, comme quelqu'un l'a dit, c'est un escroc. C'est un escroc, c'est une arnaque. Encore une de ces arnaques. Je ne sais pas si c'en est une ou pas. Et je ne sais pas non plus si quelqu'un n'a pas vraiment essayé de lui tirer dessus, et si la personne qu'ils ont arrêtée est bien la bonne. Mais c'est quand même révélateur de cette présidence, de voir tout ce qui circule, tout ce qui se dit sur ce président. C'est inquiétant, parce que j'ai l'impression qu'il s'en va, et qu'il s'en va tellement vite qu'on risque de même pas arriver jusqu'aux élections de mi-mandat sans que des décisions ou des actions problématiques ne se produisent. Larry, les autres détails sur ce qui s'est passé sont ceux que notre ami commun, Larry Johnson, a mentionnés lors de notre dernière discussion. Je l'ai regardé, oui, je l'ai regardé. Il a dit « Pourquoi ont-ils essayé de sauver le vice-président en premier ?» C'est une bonne question. Pourquoi ça? Certains ont aussi écrit à ce sujet, et ça aurait pu être, je crois que c'est ma fille qui a dit ce matin, eh bien, il était le plus proche, alors ils se sont tournés vers la cible la plus accessible, celle qu'ils pouvaient atteindre le plus vite. Ils ont fini par rejoindre le président, mais J.D. Vance était plus près de l'agent qui a réagi si rapidement. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais il y avait deux sorties. J.D. Vance est sorti par la droite et Donald Trump est sorti par la gauche. Côté gauche, oui. Donc il n'y a pas, tu vois. Et on pourrait se dire que peut-être ils avaient prévu ça dans la procédure standard. Toi, tu prends cette sortie, toi, tu prends l'autre et on sera avec vous. Je ne sais pas. Ou alors l'un d'eux s'est peut-être trompé, ou bien ils ont décidé que ce serait mieux d'avoir deux sorties plutôt qu'une seule. Une pour le vice-président et une pour le président. Larry, parlons de la guerre, de la situation entre l'Iran et les États-Unis. Donald Trump, il y a à peine 2 heures, a publié un message sur Truth Social. Il y dit qu'il a reçu un appel de l'Iran. Ils m'ont appelé, ils viennent de m'appeler. Selon lui, l'Iran vient de nous informer qu'ils sont en état d'effondrement. Il voudrait qu'on rouvre le détroit d'Ormuz au plus vite, pendant qu'ils essayent de régler leurs problèmes de direction. J'ai parlé avec le professeur Randy plus tôt dans la journée. Je lui ai demandé qui communique avec Donald Trump.
Il a dit que peut-être Jared Kushner, depuis la pièce d'à côté, appelle Donald Trump et discute avec lui. On a l'impression que les Iraniens parlent à Donald Trump. Et là, ça devient franchement tragique, voire ridicule. À chaque fois qu'il publie quelque chose, c'est quand même le président des États-Unis, rappelons-le, il devrait se sentir responsable de ce qu'il dit. Mais il s'en fiche complètement. Il balance tout. Et au final, on découvre que pratiquement tout ce qu'il dit est faux. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, la seule façon pour lui de gérer ça, pour Laura Loomer, pour Jared Kushner, pour J.D. Vance dans une certaine mesure, pour Marco Rubio, ou pour n'importe qui de son entourage, de supporter la propagande qu'il diffuse, parce que c'est presque toujours de la propagande, c'est d'en avoir le contrôle. Et Donald Trump est au sommet de cette approche clownesque de la diplomatie. Vous savez, les Américains doivent comprendre, et je doute qu'ils le fassent, que le premier diplomate des États-Unis d'Amérique, comme le disaient Colin Powell, John Kerry ou encore George Marshall, c'est le président des États-Unis. C'est lui qui nomme tous les autres. Il leur écrit une lettre, les accréditant comme diplomates au nom de l'Amérique, et il leur fixe les conditions de leur mission et tout ce qui va avec. Et certains présidents, en fait, examinent cette lettre de près et la modifient selon leurs souhaits, et ainsi de suite. Mais en gros, cette lettre leur confie la mission, au nom du président, de représenter les États-Unis. Ils peuvent même contourner le secrétaire d'État et s'adresser directement au président s'ils le veulent. Maintenant, la plupart des diplomates ou des ambassadeurs avisés ne vont pas faire ça. Ils passent par le secrétaire d'État pour atteindre le président, ou bien ils contactent le président tout en informant le secrétaire d'État de ce qu'ils vont dire. C'est comme ça qu'ils procèdent. Parce que c'est simplement la manière correcte, la manière courtoise de travailler. Mais c'est dire à quel point cette lettre est puissante. Elle leur donne mandat et leur dit en substance « Venez me voir dans mon bureau si vous en avez besoin. » Il y a eu des cas où un ambassadeur est allé voir le président des États-Unis sans que le secrétaire d'État soit au courant. Et là, eh bien, on prend un risque. Si vous êtes un nommé politique, c'est pas très grave parce que c'est le président qui vous a nommé, pas le secrétaire d'État. Donc, vous pouvez vous permettre ce genre de choses. Vous êtes milliardaire, vous avez donné, disons, 400 millions de dollars au président pour sa campagne ou quelque chose comme ça. On avait un ambassadeur en Italie qui a vraiment envoyé un télégramme à ce sujet. J'ai été le premier à le lire. Il avait acheté une nouvelle ambassade, Nîmes. Il n'aimait pas celle de Rome, alors il en a acheté une autre. Je crois qu'il a payé environ 400 millions de dollars et il nous en a simplement informés. C'était un donateur très riche, bien sûr, un nommé politique du président, et il nous a offert une nouvelle ambassade. Ah, très bien. Il vient juste de nous faire économiser 400 millions de dollars. Enfin, je ne sais pas si au final c'est vraiment le cas. Donc ces gens agissent au nom du président. Eh bien, aujourd'hui, on n'a plus rien de tout ça. Il n'y a même plus personne qui comprenne ce que ça veut dire. Je doute que Marco Rubio soit capable de vous dire ce que je viens de dire. Je doute très sérieusement qu'il en soit capable. Alors, Trump fait de la politique par tweet. Trump fait de la politique à partir de ses rêves de minuit. Il fait de la politique à travers Laura Loomer. Il fait de la politique à travers Kushner et Witkoff. Et personne ne coordonne tout ça. Personne, à part peut-être la porte-parole. C'est coordonné de cette façon. Quoi que tu dises, il faut que ça me fasse bien paraître. Redresse-toi, monte cette croix chrétienne et fais en sorte que j'ai l'air bien. Peu importe combien de mensonges tu dois raconter. Fais en sorte que j'ai l'air bien. Et c'est comme ça qu'ils s'y prennent. Alors, qui sait avec qui Trump parle? Qui sait vraiment qui parle à Trump? Mais je soupçonne qu'une bonne partie de tout ça vient d'un scénario dans la tête de Trump,
ou dans celle de Stephen Miller, ou encore dans celle de quelqu'un d'autre. Et il coche les cases au fur et à mesure, en essayant de piéger les Iraniens, les Russes et tous les autres, avec des déclarations censées venir du président. Mais je parierais aussi que 90% de ces déclarations ne viennent pas du président. Elles viennent de certaines personnes autour de lui, chargées de maintenir la confusion, de donner l'impression que tout se passe selon les souhaits de Trump, alors que ce n'est pas le cas, et de faire croire qu'on mène une vraie diplomatie, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Oui, C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Je sais, c'est incroyable. Franchement, c'est à peine croyable. Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu une administration comme celle-là. Et je ne parle pas seulement des États-Unis, mais du monde entier. Larry, les Iraniens ont le sentiment qu'une deuxième, voire une troisième guerre se prépare. On voit bien qu'ils envoient de plus en plus d'armes au Moyen-Orient, vers ses bases, aux Émirats arabes unis et au Qatar. On sent quelque chose se prépare. Mais d'un autre côté, on a entendu dire que certains généraux envoient des messages un peu contradictoires à Donald Trump. Ils essaient de lui faire comprendre que ce n'est pas la bonne voie, ou que ses objectifs ne sont pas, disons, réalisables sur le terrain. Si une nouvelle guerre devait éclater, comment comprenez-vous ce qui se passe du côté des généraux ou des personnes qui l'entourent, celles qui ont accès à Donald Trump et peuvent lui parler directement? Eh bien, tout d'abord, aucun général n'a accès à Donald Trump, à part Keane. Point final. Alors oui, il y a peut-être des gens comme Keane ou d'anciens généraux très proches du mouvement MAGA qui ont un certain accès à lui. Mais j'en doute aussi, parce que je ne pense pas que même Trump permettrait ça. Ils peuvent avoir des contacts indirects par des personnes comme Loomer, Miller, Vought ou d'autres du même cercle. Mais je ne crois pas qu'ils aient un contact direct avec lui. Keane est le seul qui ait vraiment un lien légitime avec Trump. Même un autre membre de l'état-major interarmé ne devrait pas parler au président, sauf si c'est clairement approuvé par Hegseth et par le chef d'état-major. Voilà, ce sont les règles, et je ne pense pas que Trump les enfreigne de manière significative. Maintenant, il se peut que d'autres membres de l'administration, vous savez, contournent Hegseth et parlent directement à des militaires. Ce qu'il entend de leur part, enfin c'est ce que j'entends moi, ce qu'il entend d'une partie de l'armée, celle que je qualifierais d'intelligente, de prudente et de réfléchie, c'est qu'il faut arrêter ça au plus vite. Qu'on a commis une grave erreur. Bon, il ne le formule pas comme ça, je ne pense pas. Personne ne va dire à Trump qu'il a fait une grave erreur, mais ils disent clairement qu'il faut arrêter ça dès que possible. Les plus lucides d'entre eux disent qu'on a déjà atteint nos objectifs. On a le détroit exactement là où on le veut. On va trouver une solution, droit international, peu importe. On va trouver un accord. On va rouvrir le détroit. On répondra à ce que l'Iran veut concernant le détroit, en tant que détroit, en tant que voie maritime internationale pour le passage des navires. Mais voilà ce que je pense qui se passe et qui influence Trump. Il y a des gens qui disent, et ils ne le disent pas comme ça, alors je vais le dire franchement, écoutez, ce que vous voulez, c'est un accord nucléaire. Vous voulez un accord nucléaire meilleur que le JCPOA. Vous voulez pouvoir brandir cet accord devant le peuple américain et dire « Regardez ce que j'ai obtenu ». C'est mieux que tout ce que Kerry et Obama ont obtenu. C'est exactement ce qu'il nous faut. C'est pour ça qu'on est allé en guerre. Et maintenant, on l'a. On peut tout arrêter. On peut se retirer parce qu'on a gagné. Et ce sera le nouvel accord, le nouveau JCPOA. Et tous les critiques, à juste titre, diront « Mais vous aviez déjà ça il y a des années, et c'est vous qui l'avez rejeté. » Et lui répondra « Non, non, cette fois j'ai obtenu un moratoire plus long. »
J'ai fait inclure ceci, cela. J'ai fait transférer l'uranium en Russie ou ailleurs pour 5 ans, peu importe. Bref, il y aura assez de nouveaux éléments dans cet accord pour que les Iraniens l'acceptent, je pense, et que Trump l'accepte aussi. Il va déclarer la victoire et passer à autre chose. Et là, il reste le gros problème, celui que l'armée a d'ailleurs déjà soulevé. Le vrai sujet, c'est Benjamin Netanyahou et ce qu'il fait en ce moment au Liban. En grande partie, je pense, pour contrarier Trump. Parce que Bibi ne peut pas faire ce qu'il voudrait faire en Iran, ou du moins, il semble ne pas vouloir relancer les hostilités là-bas. Mais j'entends d'autres personnes en Israël dire qu'il va recommencer. Le problème, c'est que je ne sais pas contre quoi il compte repartir. Bombarder les mêmes cibles encore une fois, bombarder des hôpitaux, des écoles, tout bombarder sans distinction, c'est ce qu'on me dit qu'il envisage de faire. Il veut s'en prendre à l'Iran comme il s'en prend au Liban, sans aucune limite, en bombardant tout ce qu'il voit encore et encore, sans s'arrêter. Mais pour faire ça, il doit obtenir des bombes de notre part, du carburant de notre part, et d'autres choses encore. Donc il y a là un levier pour Trump, s'il veut empêcher que ça continue, surtout s'il maintient le même rythme au Liban. Et son rythme au Liban est absolument meurtrier en ce moment. Il tue tout ce qui bouge au Liban, y compris des casques bleus de l'ONU, y compris de simples civils libanais innocents. Je ne sais pas combien de temps ça peut encore durer avant qu'il ne soit totalement interdit de se rendre ailleurs qu'en Israël, n'importe où dans le monde. Mais c'est bien ce qu'il fait. C'est ce que Trump veut faire, en tout cas. C'est ce que j'entends et c'est ce que l'armée soutient. Déclarer la victoire et partir. Et déclarer la victoire autour de ce bout de papier qu'il pourra brandir devant le peuple américain en disant « J'ai obtenu un meilleur accord sur la question nucléaire ». Après tout, c'est ça qu'il voulait vraiment, faire mieux qu'Obama, puis dire que c'est réglé et repartir. Mais qu'est-ce que fait Israël dans ce cas? C'est une énorme question. Et que fait l'Iran vis-à-vis d'Israël? Est-ce que l'Iran acceptera ce qui sera sans doute un codicile à cet accord et cessera d'envoyer des roquettes et des missiles sur Israël en demandant au Hezbollah d'en faire autant? Je ne suis pas sûr que le Hezbollah leur obéirait, mais admettons juste une minute qu'ils le fassent. Est-ce que l'Iran agirait en même temps que ça? Vous savez, avec Trump qui déclare la victoire et s'en va? Parce que ça ne ressemblerait pas vraiment à une victoire si ça ne se produisait pas aussi. Franchement, je ne sais pas. Et je ne pense pas qu'il ait ce genre d'influence sur Netanyahou, ni qu'il l'aurait sur Bennett et Lapid, s'ils battent Netanyahou aux prochaines élections si elles ont lieu. Donc pour moi, la grande question reste, qu'est-ce que fait Israël, même face à ce plan recommandé par les gens les plus raisonnables de l'armée américaine? Si ce plan semble fonctionner, qu'est-ce qu'Israël ferait pour le faire échouer? Je pense que c'est une question majeure. I think you're pointing out something so crucial and important, which is related to what Iran is talking about right now with the updated proposal on their part. They're trying to. This proposal is in 3 steps. The first step is going to be to put an end to the war on all fronts, basically talking about Iran and Lebanon. Yeah. Without achieving the first step, they're not going to go the second step, which be the Strait of Hormuz. That was one of the 10 points too, really, if you read it closely. Yeah. It was the point number 1 in that 10-point plan. Yeah. But how? Because it's impossible right now the way that Israel is behaving in southern part of Lebanon. They basically are occupying the southern part of Lebanon. They're saying, we're not going to live here. Yeah. Oui, et à moins que Trump ne décide vraiment de taper du poing sur la table, je pense qu'on est coincé avec ça. Et pour moi, c'est un vrai blocage, que ce soit pour un accord final ou pour que Trump puisse déclarer victoire et se retirer. On ne peut pas faire ça tant qu'Israël est toujours là
et que le Hezbollah continue de les frapper durement tous les jours. Et c'est pour ça qu'ils font ça. C'est exactement pour ça. Je veux dire, ils ont toujours voulu détruire le Liban. Ils ont toujours voulu, enfin, tous les 10 ans, ils le font de toute façon. Là, comme en 82, ils préfèrent simplement le détruire complètement, l'occuper, le traiter comme Jérusalem-Est, comme la Cisjordanie, comme ils aimeraient traiter la Syrie. Mais ils se sont laissés distraire. Et Netanyahou voit là une occasion de le faire. Et il ne lâchera pas tant qu'il n'aura pas, et il devient de plus en plus en colère. Ça se voit. Il s'énerve un peu plus à chaque fois qu'il reçoit un rapport de Tsahal qui dit « Mec, on se fait démolir ». Je ne sais pas s'il y a vraiment une différence entre Benjamin Netanyahou et l'opposition, c'est-à-dire Naftali Bennett avec Yair Lapid. Sont-ils aussi sionistes que Netanyahou? Parce que, quand on regarde la population israélienne aujourd'hui, plus de 78% des gens soutiennent Benjamin Netanyahou dans ses opérations en Israël, à Gaza, en Cisjordanie et dans le sud du Liban. Alors comment ces gens pourraient-ils changer ou modifier leur opinion? Est-ce seulement possible? Ou bien est-ce quelque chose que les États-Unis devraient imposer de force aux Israéliens? Je crois que c'était Nabuchodonosor II qui a finalement accompli la prophétie de Jérémie. Il a rasé le temple, massacré un grand nombre d'Israélites et réduit les survivants en captivité. Je pense que c'est ce qu'il faudrait aujourd'hui. Qui est le Nabuchodonosor II de notre époque? Qui va faire ça à Israël? Qui va donner à Netanyahou et aux Israéliens que tu as si bien décrit une leçon comme celle que Nabuchodonosor a donnée? Les envoyer dans le désert pendant, 50 ans? Un demi-siècle. C'est ce qu'ils méritent. C'est exactement ce qu'ils méritent. Et je t'avoue que j'aurais hésité à dire ça il y a quelques mois, surtout juste après le 7 octobre, parce que je ne comprenais pas encore ce que tu viens de m'expliquer. J'ai compris depuis un certain temps que les Israéliens soutiennent Bibi Netanyahou. Ils ne l'aiment pas parce qu'il a fait toutes sortes de choses à leur gouvernement. Ils ne l'aiment pas parce qu'il est un criminel. Ils ne l'aiment pas pour d'autres raisons aussi. Ils n'aiment pas non plus sa femme. Mais ils sont à 100% derrière ce qu'il fait. Chaque bombe qui tombe, chaque roquette qui s'abat, les rend encore plus fermes dans cette position. Et ça, c'est la preuve, tu vois, que les bombardements ne changent pas la vie des gens. Ça ne fait que les rendre plus déterminés, plus prêts à encaisser ce qu'on leur inflige et à tenir bon. C'est exactement ce que ça fait. Ça les met en solaire.